mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi ci ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee ci li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, merci de suivre votre émission Objection, qu'il soit ce dimanche. Boubacar Sadio, il est commissaire de police à la retraite. C'est un plaisir, Monsieur Sadio, de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Omar Baye, tout le plaisir me revient. Et vraiment, encore une fois, je vous remercie de cette invitation. Et également, vraiment, c'est un plaisir aussi de pouvoir répondre à vos questions en espérant qu'effectivement mes réponses vont servir effectivement à vos auditeurs. Et vraiment, c'est un plaisir aussi parce que Sud, vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, c'est ma maison. J'ai une longue histoire avec Sud. Et donc, il me plaît de rappeler que Feu Babacar Touré, effectivement, a été un ami, un grand ami. Feu Mam Olafay aussi a été un grand ami. Il y a Abdoulaye Yagassila également. Et ce sont des gens vraiment qui nous ont soutenus vraiment, de façon vraiment intense pendant les moments douloureux de la relation. Et vraiment, c'est l'occasion de les en remercier. Vous faisiez partie des policiers radiés. C'était en 87-88? Oui, c'était en 87. Très dur. Hein? Un moment très dur, effectivement. C'était à la suite d'un mouvement d'humeur, d'une minorité, ça il faut le préciser aussi, de policiers qui ont cru devoir sortir et manifester tout simplement parce qu'il y a certains de leurs collègues qui ont été condamnés à la suite d'un procès au niveau du tribunal de Dakar. Ils ont été condamnés à 2 ans ferme et à payer 6 millions de dommages et intérêts. Donc, ils ont estimé que... Pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire à l'époque? C'était quoi l'objet? Bon, l'objet, c'est... Dieu a fait que je suis au début et à la fin vraiment de tout le processus. Au début, parce que j'étais le chef de la section de police judiciaire, n'est-ce pas, de la sûreté urbaine de Dakar. Bon, à l'époque, on a reçu des plaintes, n'est-ce pas, d'habitants, de familles de Fass qui disent que vraiment, il y a quelqu'un qui est là, qui les empêche de dormir parce que chaque fois, il y a des mouvements de véhicules, il y a du bruit, etc. Bon, à l'époque, effectivement, il s'agissait de quelqu'un que je ne voudrais pas nommer quand même, par respect pour sa mémoire, n'est-ce pas? Donc, on nous avait demandé d'agir, mais on n'avait pas le temps parce qu'à l'époque aussi, il y avait le domicile du président Aïdjo qui avait été cambriolé. Voilà, effectivement. Et du Cameroun, voilà. Et les autorités nous avaient demandé vraiment, ils nous avaient fixé un délai pour dire que vraiment, jusqu'à tel jour, il faudra tout faire pour vraiment arrêter les cambrioleurs. Bon, à l'époque, effectivement, vraiment, on a déployé tous les moyens, n'est-ce pas? Il n'y avait pas ces moyens scientifiques et techniques-là, mais on travaillait sur la base de nos expériences et de notre vécu. Bon, on a pu effectivement arrêter ces cambrioleurs-là. Donc, quand il y a eu une deuxième relance pour le gars en question, bon, à l'époque, j'étais le chef de la police judiciaire. Je demandais à l'équipe qui était de garder la nuit d'aller faire une planque là-bas et de l'arrêter. Donc, on l'a conduit au commissariat central. Bon, quand on l'a conduit au commissariat central, à ce moment même, j'assurais l'intérim du chef de la sûreté urbaine qui avait, je crois, une permission de 3 jours. Bon, quand on me l'a conduit, moi, j'ai vu qu'il était en train de boitiller. Il y avait une petite couleur de sa part. Bon, moi, je l'ai interpellé, moi, personnellement, pour dire, mais c'est dû à quoi cette couleur-là? Il me dit que, bon, j'ai fait ça, n'est-ce pas? Bon, j'ai demandé aux gens, vraiment, de l'entendre sur ce procès-verbal sur ça. Et je confiais l'enquête à un officier, bon, de confession chrétienne. Bon, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais parce que ça jouait hein, dans le déroulement de cette affaire-là, très douloureuse. Donc, on a fait l'enquête. Bon, quand on a terminé l'enquête, bon, on l'a déféré. Quand on l'a déféré, il a été ensuite aussitôt conduit au pavillon spécial parce que, bon, il souffrait de douleur. Bon, je me rappelle, à un moment donné, on avait voulu l'amener à Kazaous, la clinique qui est à côté du commissariat là. Donc ses parents qui étaient là, nous lui ont dit non, il ne faut pas y aller parce que ton collègue là, il est décédé. Effectivement, il y avait son complice hein, avec
qui faisait ces actes, n'est-ce pas, délictueux-là, n'est-ce pas, qui habitait la rue Escarfet. Effectivement, on était allé là-bas pour effectivement même faire une perquisition. Bon, c'est après que, je crois, 48 après, bon, il est décédé. Les gens lui ont dit que eh non, il ne faut pas y aller parce que l'autre est décédé, parce qu'on avait voulu effectivement toucher à sa près-là. Mais quand même, nous, on l'a forcé, on l'a obligé à aller à Casamance. Ils ont fait le nécessaire, vraiment, gratuitement. Ensuite, on l'a ramené au commissariat. Et quand on l'a défait, effectivement, il a été conduit au pavillon spécial. Bon, je crois que 4 jours après, une semaine après, il est décédé. Bon, on a commis un médecin qui a déclaré qu'il est mort d'une mort naturelle. Mais les parents se sont opposés pour dire que non, nous contestons cette expertise-là. Donc, ils ont fait une contre-expertise par un médecin qui, lui, a conclu à des traumatismes qui ont abouti effectivement au décès là. Et c'est à partir de ce moment que les parents ont porté plainte, n'est-ce pas? C'était en 82-83, comme ça, effectivement. Donc, la machine judiciaire a été enclenchée. Bon, il y a eu du retard parce que c'est en 87 Oui. qu'on a fait le procès, n'est-ce pas, au niveau du tribunal. À l'époque, c'était au Camp Manuel là-bas. Bon, donc on a condamné les policiers à 2 ans ferme et 6 millions de dommages et intérêts. Bon, entre-temps, bon, les policiers n'étaient pas au courant d'un compromis qui avait été trouvé entre la famille, effectivement, et l'agent judiciaire de l'État. Bon, à l'époque, même les policiers aussi étaient défendus par un certain monsieur Lo. Je ne donne pas le prénom pour que le président fait. À l'époque même, il était candidat à l'élection présidentielle. Donc, mais le compromis était que on allait faire appel, on allait, disons, enlever les 2 ans ferme et faire la transmutation disons, comment dirais-je, aussi en sursis. Mais on allait maintenir les 6 millions de dommages et intérêts. Mais les policiers, au sortir effectivement du tribunal, bon, ils se sont dit que bon, c'est fini pour leur carrière, etc. Ils sont allés voir leur ancien chef. Bon, donc je me garde de donner le nom également. Bon, ils ont discuté avec lui. Et c'est au sortir maintenant de cet entretien qu'ils se sont organisés, hein. Ils ont fait des tracts, etc. Le tract a été, disons, libellé par un officier de police. Ils ont pris le véhicule d'un brigadier de couleur blanche et ils ont fait le tour maintenant des cantonnements, etc. Ils ont distribué des services et ils ont distribué leur tract pour dire qu'effectivement, le lundi, les gens allaient en grève. Moi, à l'époque, j'étais le commissaire de Tivaouane. Bon, le directeur de la sécurité publique à l'époque, qui est mort d'une mort qui, jusqu'à présent, est sujet à caution, Sadibou Ndiaye, n'est-ce pas? Il m'a téléphoné pour me dire que, bon, le lundi, les gens ont décidé de faire une grève. Bon, et à Tivaouane, je lui ai dit non, à Tivaouane, je crois que je pourrais gérer la situation. Le dimanche, on avait organisé la jarret générale au niveau de Tivaouane. Bon, et je me rappelle très bien que ce dimanche-là, le calife général de Tidjane avait dit qu'il pressentait quelque chose, et qu'il demandait maintenant à tous les talibés de faire des offrandes. Et le lundi, il y a eu cette manifestation-là. Et vraiment, le mardi, on l'a échappé belle. Parce que le lundi, ils ont fait une manifestation, bon enfant, hein, bon, avec des petits cris de chahut, ils sont revenus. Et le lendemain, maintenant, ils voulaient recommencer. Et là, ils sont restés à un barrage de la gendarmerie, au niveau de la BND, là, quoi. Banque de Dakar, là, hein, bon, ils ont fait un cordon là-bas, ils étaient en position de tir. Ah là, les policiers également énervés, bon, on dit qu'eux, ils vont s'armer. Ils sont retournés au commissariat et ils ont voulu vraiment casser le magasin d'armes pour prendre des armes et voulu affronter. Ah oui, à ce point. Et bon, heureusement, ils avaient trouvé le commissaire Djezou, feu commissaire Djezou, qui est décédé il y a quelques mois là. C'est ce dernier qui leur a dit que vous allez passer sur mon cadavre avant de prendre les armes là. Et puisque aussi, c'est quelqu'un qui était respecté, vraiment, il avait de l'aura au niveau de la police. Les gens ont reculé, etc. Ils sont retournés néanmoins à la place de l'indépendance. Bon, la situation était délétère, était tendue et tout pouvait se passer, hein. Parce que, bon, parmi les policiers, il y en avait qui étaient en civil, qui étaient aussi armés. Imaginez-vous qu'un seul coup de feu soit tiré, bon, peut-être que les gens n'avaient pas. Après, avec le temps, je me suis dit que, mais est-ce que c'est pas ça que le calife avait vu? C'était prémonitoire, quoi. Voilà, ensuite, bon, il y a eu la suspension, n'est-ce pas, après le mardi. La suspension d'abord, ouais, la suspension, et ensuite maintenant la radiation qui a été prononcée au niveau de l'Assemblée nationale.
n'est-ce pas, par les députés du Parti socialiste. Au moment du vote, les députés du Parti démocratique, eux, sont sortis pour marquer leur opposition. Bon, non seulement ils ont voté, mais également, disons qu'ils ont ils ont fait une motion d'acclamation debout, n'est-ce pas, adressée au ministre Jean Collin, vraiment pour le féliciter À pour la l'époque, qui était ministre de l'Intérieur. qui était le tout-puissant, vraiment, qui était l'homme fort du régime, quoi. Donc, c'est ainsi que la radiation est survenue. Alors, il se murmurait que cette radiation a été juste un prétexte parce qu'il s'agissait d'une demande du FMI ou de la Banque mondiale, c'est-à-dire des institutions internationales. Absolument, absolument. Et je me rappelle à l'époque, il y avait, le président Diouf avait tenu un discours pour dire que vraiment, s'il y avait nécessité vraiment à diminuer le personnel, bon, il était prêt à le faire. Donc, c'était toujours, je crois que dans cet esprit-là, effectivement. Bon, je crois que les autorités avaient d'abord visé les douaniers. Waaw, je crois qu'ils avaient visé les douaniers, mais les douaniers, vraiment, je crois qu'on fait comprendre à l'État que vraiment, ce ne serait pas facile, quoi. Et vraiment, ils ne sont pas laissés faire. Et bon, entre-temps, il y a eu maintenant cette manifestation qui a été une aubaine pour l'État, pour se débarrasser maintenant. Et justement, à travers votre cursus, commissaire Boubacar Sadio, à la retraite, une thèse à la Sorbonne, avec à la sortie une licence en lettres modernes. À cette époque, on avait vu quelque part l'entrée dans la police quand même de certains cadres, de certains universitaires. Comment avez-vous été accueilli à l'époque? Parce que je vois quelque part que quand même, c'est une carrière de cadre, c'est des cadres quand même qui de plus en plus Absolument, absolument, rejoignent la police. absolument. Bon, parce qu'à l'époque, il y avait 30 cadres supérieurs, pratiquement, dont 28 commissaires de police et 2 colonels qui avaient été radiés. Et pratiquement tous ces commissaires de police-là, c'était des professeurs de philo, des professeurs de géographie, des professeurs d'anglais, des professeurs d'espagnol et des professeurs de lettres modernes comme moi, n'est-ce pas? Donc, et aussi, on avait souvenance d'une réunion qui s'était tenue entre les doyens de l'époque, n'est-ce pas, et le ministre d'État, Jean Collin. Et on a eu vent qu'effectivement, ces doyens avaient fait comprendre au ministre d'État que tout ça, c'est la faute de l'État qui a eu recruter des jeunes universitaires, des 68 heures. Et voilà, et ce sont ces, C'était dans le... voilà, C'était voilà, justement, et que ce sont ces jeunes-là qui, dans la police nationale, ont amené une forme de mentalité subversive, comme ils disent là, et ce qui a abouti à tout ça. Donc, pratiquement, peut-être c'est une occasion aussi. Autant c'était une occasion pour l'État de se débarrasser de policiers, mais également ça a été une occasion aussi peut-être pour les autorités de la police de se débarrasser de ces jeunes intellectuels-là qui étaient là avec un autre esprit aussi. Et à l'époque, la police jouait un rôle important Absolument, dans le maintien de l'ordre. absolument, absolument. La police était respectée. Et bon, à l'époque, moi, j'étais le chef de la police judiciaire de la sûreté urbaine, mais il y avait une concurrence saine entre la sûreté urbaine et la police et la DIC. Vraiment, et on faisait des résultats, n'est-ce pas? La sûreté urbaine que j'ai dirigée déférait quotidiennement autant que tous les commissariats de Dakar réunis. Vraiment, c'était l'émulation. Et les gens étaient dans la police par vocation, n'est-ce pas? Et bon, donc, on avait une façon vraiment de travailler qui faisait qu'effectivement, on était prêt à tous les sacrifices. Bon, maintenant, le monde étant en fluctude permanente, les choses ont évolué, non seulement dans la police, mais dans tous les autres corps, etc. Bon, de toute façon, on est là. Bon, peut-être que certains nous considèrent comme des ringards, mais on a notre expérience et je crois que ça peut toujours servir. Une carrière riche, notamment, mais qui n'a pas été un long feu franc. Tranquille, absolument, absolument. Ça a été tumultueux et ça nous... Parce que aussi, on a tiré des leçons. On a été des universitaires, donc on avait une certaine forme de pensée. On est entré dans la police, auquel nous opposions à l'époque, hein, parce qu'on était... donc, on leur lançait des pierres, etc. Nous nous sommes retrouvés dedans. Bon, on a eu un certain comportement, on a vu comment ça a évolué, on a été radieux. Donc, on est sorti pour maintenant vraiment avoir une certaine distanciation et qui nous a permis d'avoir du recul et de réfléchir en nous disant que quand on rejoindra encore par extraordinaire cette police-là,
qu'on n'aurait pas dû quitter, effectivement. Peut-être que nous allons avoir un autre comportement parce que vraiment, on a des Là, la police municipale a été intégrée dans la police Oui, nationale. oui, oui. Bon, après, on a créé, parce que pendant 7 ans, vraiment, je me suis battu, hein, et on a pu maintenant créer la police municipale. Et quelque temps après, je crois en 2012, la police municipale a été admise. Bon, admise, il n'y a que 260 personnes, hein, parce que sur les 1200, il n'y avait que 260 qui restaient. Donc, la grande partie était partie en retraite, d'autres aussi, malheureusement, ont quitté ce bas monde-là. Donc, il n'y avait que 260 qui ont été admis maintenant dans la police nationale. Vous avez été secrétaire général de la De coordination. la coordination des policiers radios, effectivement. Et pratiquement, j'étais le seul commissaire là-bas, quoi. Bon, beaucoup de mes collègues n'ont pas jugé nécessaire d'y participer. Bon, pour des raisons qui leur sont propres et que je comprends, quoi. Oui. Dans le contexte en or, voilà, nous voici, commissaire Sadio, devant un autre problème. Je veux parler des enquêtes ouvertes concernant les 80 morts lors des manifestations survenues entre 2021 et 2024. Des enquêtes en cours. Du point de vue de la forme, quelle appréciation? Bon, vraiment, d'abord, je crois que c'est heureux que ces enquêtes-là soient ouvertes. Parce que vraiment, c'est une demande populaire, hein, c'est une demande, plus qu'une demande même, c'était une exigence. Et je faisais partie, effectivement, des gens qui demandaient vraiment à ce que les choses soient vraiment éclaircies, n'est-ce pas? Donc, c'est bon que, effectivement, l'État ait pris la décision, effectivement, d'ouvrir les enquêtes, d'en confier une partie à la section des recherches de la gendarmerie, une autre partie au niveau de la DIC. Effectivement, bon, entre 2021 et 2024, nous avons vécu des moments vraiment douloureux, n'est-ce pas, avec 80 morts, n'est-ce pas, selon certaines estimations. On ne peut pas attribuer tous ces 80 morts aux forces de défense et de sécurité. Ouais, c'est pas possible, vraiment. Sinon, vraiment, on pourrait dire que nous avions des forces de défense et de sécurité qui étaient de véritables assassins. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il faut reconnaître qu'effectivement, il y a eu des morts qui sont le fait, effectivement, de forces de défense et de sécurité. Bon, justement, l'enquête va permettre, effectivement, de déterminer les circonstances, effectivement, de ces morts-là. Mais aussi, il y a d'autres acteurs qui ont participé, effectivement. Des gens qui étaient armés, des nervis qui étaient armés, n'est-ce pas, qui avaient des armes de guerre, etc. Et moi, je disais que la plupart de ces morts-là étaient le fait des nervis, n'est-ce pas, dont certains ne pouvaient pas manier des armes, dont certains étaient là et ils n'avaient aucune connaissance vraiment, effectivement, de l'utilisation des armes qu'on leur a données. Et parce que ça me fait maintenant revenir sur ces histoires de 45 milliards d'armements effectivement commandés. Bon, en fait, il faut rectifier, ce n'est pas 45 milliards d'armes, mais plutôt c'est 45 milliards de divers équipements, dont des armes de guerre, n'est-ce pas? Je crois qu'au total de 1000 et quelques. Bon, on a dit que c'était destiné aux éléments des eaux et forces. Bon, donc l'effectif même ne faisait pas le tiers de ce nombre-là. Donc, vraiment, bon, là également, disons que il y a de fortes chances, hein, et vraiment, c'est un peu ma conviction, que parmi ces armes, il y a des armes qui ont été remises effectivement à ces nervis-là pour vraiment commettre, n'est-ce pas, certains meurtres, hein. Parce que vraiment, on a vu leur comportement, on a vu la violence avec laquelle ils s'attaquaient aux citoyens, on a vu un véhicule vraiment heurter un manifestant et lui passer sur le corps. Je crois que l'enquête va permettre, puisque c'est un problème d'enquête, compte tenu de ma première profession, je me garde vraiment de dire certaines choses. Mais je crois que l'enquête permettra effectivement de déterminer qui a recruté ces nervis-là. C'est facile, hein, ce sera très facile. Ah oui, ce sera très facile. Il y a déjà des éléments. Vous savez, les enquêtes, on ne s'est pas levé un beau jour pour dire qu'à la section de recherche, faire des enquêtes, etc. Il y a eu un travail qui a été fait au préalable. Voilà, quand je sais la façon dont les gens travaillent. Et vous allez voir. Comme je disais aussi, ce n'est pas tous les. euh, on ne pourra pas déterminer, disons, les auteurs de tous les 80 morts. Ça sera extrêmement difficile. Bon, parce que quand même, vous savez, quand il y a un meurtre quelque part, le temps joue contre les enquêteurs. Donc, quand il y a un meurtre quelque part, ce que nous faisons, nous venons sur le lieu, transport sur le lieu, nous figeons, disons, la scène de crime, etc. Nous prenons les premiers indices, etc., les premiers éléments de preuve, etc. Bon, il y a une façon, ensuite, on va faire une enquête de voisinage, etc. Ça nous permet d'aboutir vraiment à retenir ça. Mais dans ce cas bien précis, comme vous savez,
Vraiment, ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Les gens, on les a pris. Il y a certains qui ont fait l'objet d'autopsie. Les autres, vraiment, on les a enterrés comme ça. Bon, donc, peut-être que ce sera difficile de trouver tous les auteurs. Mais l'essentiel, effectivement, c'est qu'on puisse dire à ces familles-là, n'est-ce pas? Comme je ne cesse de le dire, ils n'ont pas encore fait leur deuil. Bah, ils attendent d'avoir les circonstances dans lesquelles, effectivement, leurs proches-là ont disparu. Comme j'ai dit, dans beaucoup de familles, vous allez trouver des sachets, hein, en plastique où ils ont mis leur t-shirt ou bien la chemise tachée de sang de leur proche, attendant qu'on leur dise qu'effectivement, votre proche-là, qui a été tué à tel endroit, voici l'auteur. On a pu l'identifier. Même si on n'arrive pas à identifier l'auteur, mais qu'on puisse dire, on sait il a été tué, etc. Je crois que ça va soulager un peu leur conscience et ils pourront faire. En termes de temps, avez-vous l'impression, vous qui êtes spécialiste, que ce genre d'enquête risque de prendre du temps ou... Non, ça va prendre du temps. Ça ne sera pas facile. Ça va prendre du temps parce qu'il faudra remonter des pistes. Il faudra essayer même de reconstituer euh, certaines situations, etc. Ce sera complexe. Ce ne sera pas facile du tout. Mais je crois que l'essentiel, c'est qu'on ait ouvert effectivement ces enquêtes-là. Hein. Oh oui, oui, d'un sujet à un autre, cette fois-ci, nous parlons justement sur la fuite et l'extradition en termes de thématiques. Commissaire Boubacar Sadio, comment analysez-vous la fuite et la capacité de certains individus à échapper aux dispositifs sécuritaires réputés stricts, notamment au niveau des frontières et de l'aéroport? Bon, ce que je puis dire, c'est vrai que, bon, c'est une situation assez compliquée parce que chaque cas de fuite ou bien de sortie du territoire est un cas d'espèce. Donc, c'est pas uniforme. Peut-être qu'il peut y avoir des cas similaires, mais jamais identiques, etc. Bon, il y a des gens qui ont quitté le territoire là, bien avant qu'on leur oppose la sortie du territoire. N'est-ce pas? Comme les Mamanias, là, ils sont au Canada, mais à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas d'opposition de sortie du territoire. Bon, il y a d'autres qui sont sortis, on se demande par quel moyen. Par exemple, vous prenez le cas d'Oragay. Bon, il est sorti, il est passé par l'aéroport. Bon, maintenant, les gens se posent la question, comment est-ce qu'il a pu sortir de l'aéroport parce qu'il était sous bracelet électronique, je crois. Bon, certains disent que, bon, peut-être que c'est au niveau du tribunal qu'on lui a restitué le passeport. Bon, d'autres disent aussi, peut-être qu'il bénéficie aussi d'un passeport diplomatique qu'on n'avait pas retiré. Parce qu'on a tout simplement retiré le passeport normal, mais que le passeport diplomatique avait laissé. Peut-être que le juge aussi, par inadvertance, n'avait pas pensé que ce monsieur-là devait disposer d'un passeport diplomatique. Et je suis sûr qu'il en disposait, compte tenu de sa stature, du statut qu'il avait effectivement dans ce régime-là. Donc, il a pu sortir du territoire. Bon, maintenant, je crois que le cas maintenant qui fait l'actualité. Et avant qu'on en arrive à ce cas, quelle faille du système sécuritaire ou administratif cette évasion met-elle en évidence, ce type d'évasion? Bon, c'est une question délicate parce que, bon, disons, je me sens un peu trop gêné de donner les femmes, n'est-ce pas? Parce que, bon, ce sera public. Bon, si je donne les failles, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là-bas avec de mauvaises intentions. Bon, peut-être qu'il pourra en profiter pour vraiment faire ce qu'il a à faire, effectivement. Mais ce que je peux dire, effectivement, c'est tout simplement que vraiment, il appartient maintenant, compte tenu de ça, de tirer les leçons au niveau des frontières. Parce qu'il faut le reconnaître aussi, les frontières sont un peu poreuses. Ah ouais, ouais. Bon, il y a des points de passage officiels, n'est-ce pas, où vraiment le travail se fait correctement. Mais effectivement aussi, au niveau des frontières sud, bon, il y a des points de passage qui ne sont pas officiels. Bon, il y a des chemins vicinaux, n'est-ce pas, que peuvent emprunter certains et qui relient des hameaux qui sont au Sénégal à des hameaux qui sont au niveau de la Gambie, etc. Ça aussi, c'est difficile à contrôler. Donc, il faut un maillage serré et un rapprochement des postes et vraiment leur doter davantage maintenant de moyens véhicules et pourquoi pas même des drones pour vraiment survoler aussi le- 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 l'espace. Bon, concernant l'aéroport là, Madame Ball est sortie, mais vous avez vu, bon, heureusement que moi je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux parce que quand même, je dois avoir une certaine expérience, n'est-ce pas, pour me laisser embobiné par certains commentaires. Hein. Vous avez vu que certains ont dit qu'il a été débarqué de l'avion et que même dans l'avion, il avait demandé qu'on lui offre, on lui sert un café.
Je crois que ceux-là qui disent ça ne savent pas comment ça fonctionne dans un avion, n'est-ce pas? Bon, ensuite, on dit qu'effectivement, il n'a pas pu sortir, n'est-ce pas, de l'aéroport, au niveau de l'embarquement, que c'est là-bas qu'il a été interprété. Bon, on aurait effectivement dit aussi que quand les éléments de l'aéroport l'ont interprété, ils l'ont isolé. Bon, qu'ils l'ont mis peut-être dans une chambre de sûreté pour vraiment des mesures de sécurité. Et qu'ensuite, ils l'ont relâché suite à des instructions. Maintenant, moi, la question que je vous pose, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Hein. Bon, est-ce que c'est pour déterminer en quoi est-ce que le chef de l'aéroport est-il responsable? Parce que il a empêché quelqu'un de sortir du territoire national. Évidemment, je ne sais pas quels sont les actes qu'il a posés. Mais moi, à sa place, j'aurais entendu l'autre là, commandant Madjambal, sur procès verbal, pour lui demander vraiment pourquoi il voyageait, dans quelles circonstances il a pu accéder ici, etc. Et ensuite, éventuellement, je vais faire un rapport que je vais adresser à mes hiérarchies, parce qu'il y a une double hiérarchie. Il y a la hiérarchie judiciaire, il y a la hiérarchie administrative. Bon, maintenant, moi, ce que je subodore, c'est que peut-être que le chef de l'aéroport, quand il a arrêté Madjambal, il a dû certainement se référer à ses supérieurs, soit au DG ou peut-être au ministre, je ne sais pas. Bon, est-ce que aussi il a pu les joindre aussi? Ça, il faut se poser la question. Est-ce que aussi, certainement, il a dû contacter parce que la DIC, parce que c'est la DIC qui avait l'enquête, sur la base d'une délégation judiciaire que lui a donnée le juge d'instruction. Certainement, peut-être que le directeur le chef de la DIC aussi, peut-être aussi a dû se référer au juge d'instruction parce que je vois mal que, comment dirais-je, Madjambal soit arrêté et que le chef de la DIC prenne sur lui, compte tenu de la délicatesse de la situation, qu'il prenne sur lui, disons, la décision de le relâcher, Ou interpeller tous. interpeller. Bon, mais est-ce que moi, je crois que, bon, d'après mon expérience, je serais le chef de la DIC, vraiment, j'allais me référer immédiatement au juge d'instruction pour dire que tel monsieur a été interpellé parce qu'il tentait de se rendre à Paris, etc. Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas le juge d'instruction qui a donné qui a demandé au chef de la DIC de dire à son collègue de l'aéroport de le relâcher et de demander au chef de la DIC de lui donner une convocation pour le lendemain. Parce que le lendemain, les gens se sont rendus chez lui pour lui remettre la convocation. Ça a pu se passer comme ça. Mais si ça se passe comme ça, en quoi est-ce que le chef de l'aéroport a une responsabilité? Sinon que peut-être, si on se confie sur les déclarations de ministres et leur communiqué pour dire qu'ils avaient effectivement donné des instructions claires, précises et fermes pour une vigilance accrue, une vigilance vraiment étroite, parce qu'ils avaient des soupçons sur lui. Bon, là également, on pourrait dire qu'effectivement, mes collègues, peut-être, il y a eu un petit relâchement quelque part, n'est-ce pas? Bon, mais maintenant, le chef de l'aéroport, effectivement, donc s'il avait reçu de telles instructions, je crois qu'il aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires, effectivement, pour ne pas laisser vraiment ce monsieur-là aller comme ça dans la nature. Bon, on pouvait le libérer parce qu'il n'y avait pas. La question, Ouais, comment il a pu quand même... voilà, justement. C'est pour ça que j'ai dit que, puisqu'on avait demandé des instructions fermes pour une vigilance accrue, etc., une surveillance étroite, mais on le file. Ah oui, on fait une filature, mais le problème aussi, est-ce que les éléments de l'aéroport avaient les moyens effectivement d'effectuer cette filature-là, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de questions qui viennent. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que c'est par rapport à, disons, à leur déplacement, n'est-ce pas? Parce on les a enlevés de leur poste-là. Moi, je pense que peut-être que c'est une mesure conservatoire. Comment ça se passe ailleurs? Souvent, quand il y a un scandale dans un ministère, on demande au ministre, par exemple, de démissionner et d'attendre que l'enquête, effectivement, enfin, pour faciliter le déroulement de l'enquête. Mais ce que je dis aussi, s'il arrive que l'enquête prouve qu'effectivement, ils n'ont aucune responsabilité, il faudra les réhabiliter aussi. Hein. Parce que le fait de les enlever de leur poste, ça veut dire que quelque part, on les considère comme fautifs. Et selon vous, justement, cette mesure conservatoire, pour vous, se justifie ou on aurait dû attendre encore? Bon, on aurait dû attendre un peu. Ouais, on aurait peut-être pu attendre un peu. Mais en soi aussi, vraiment, ça se comprend. Hein.
Bon, parce qu'ils peuvent se dire que puisque c'est une enquête qui va se dérouler au niveau de l'aéroport, si on maintient l'individu au niveau de l'aéroport, peut-être qu'il peut user de son influence, etc., quoi. Ça aussi, ça peut se comprendre. Quelles sont, selon vous, les chances réelles d'aboutir à l'extradition, justement, de Madiambal Diagne et quels sont les enjeux diplomatiques et judiciaires qui entourent un tel dossier? Bon, d'accord. Bon, maintenant, vous savez qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, bon, qui a été émis par le Sénégal à travers, disons, son bureau central national. Parce qu'en fait, ça a été adressé à Interpol. Interpol, c'est une organisation intergouvernementale, n'est-ce pas? Donc, le nom officiel, c'est Organisation internationale de police criminelle. Donc, je crois que ça comporte 196 membres, n'est-ce pas? Mais dans chacun de ces pays-là, il y a ce qu'on appelle un bureau central, national, un BCN, etc., qui représente Interpol. Donc, c'est ce bureau-là qui a envoyé le mandat d'arrêt international à Interpol. Maintenant, partout où il verra, effectivement, il sera arrêté. Parce qu'en fait, le mandat d'arrêt, disons que c'est un outil, n'est-ce pas, qui facilite, disons, l'arrestation et voilà, et l'extradition de quelqu'un qui est accusé ou bien qui fait l'objet de poursuites dans un pays. Bon, lui, Mandiambal, il a dit qu'avant l'expiration du mandat, il va se présenter. Mais c'est que, bon, c'est un peu prétentieux parce qu'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas d'aide délai. C'est-à-dire que partout où il apparaîtra, on va l'arrêter immédiatement. Donc, ils disent que maintenant, avant l'expiration du mandat, il va se présenter, on verra bien. On verra bien. Parce que ce mandat est accompagné de la notice rouge. La notice rouge, c'est là que c'est vraiment c'est destiné aux personnes qui sont recherchées parce qu'ils doivent purger une peine dans leur pays ou bien vraiment ils doivent suivre des poursuites. Parce qu'il y a beaucoup de, disons, il y a une différence chromatique au niveau des notices. Il y a la notice rouge, pour le cas dont je citais. Voilà. C'est parti. Ouais, il y a la notice jaune, ça c'est pour les personnes disparues. Il y a la notice bleue, ça on demande au service de police effectivement de collecter le maximum d'informations cruciales par rapport à quelqu'un qui est impliqué dans un crime grave. Et il y a aussi ce qu'on appelle la notice noire aussi, ça c'est pour les corps, n'est-ce pas, qui n'ont pas pu être identifiés. Dès que la demande est formulée et ça mis en exécution. Ben, vous savez, il y a une convention judiciaire entre le Sénégal la France. Donc, je crois que le premier a été signé en 1974. Ça a été renouvelé, je crois, le 7 septembre 2021, n'est-ce pas? Donc, ça permet vraiment des Donc, échanges. les signatures, l'exécution est. Voilà, justement. Donc, mais c'est là que dans cette convention, au niveau de l'article 59, ils sont d'accord pour vraiment pouvoir faire des extraditions. Bon, dans l'article 60 maintenant, ils s'interdisent d'extrader le ressortissant. C'est là que la France demande à ce que le Sénégalais soit extradé. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, je crois que bon, pour le cas de Maniabal, ça ne doit pas faire de problème. C'est là que dès qu'il sera arrêté, bon, maintenant, c'est au niveau de la France, c'est, disons, le procureur général, hein, n'est-ce pas, qui va demander à travers le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, qui va saisir le ministère de la Justice, des éléments de preuve, des éléments supplémentaires pour voir quelle est la nature de ce, qu'est-ce qu'on lui reproche, quelles sont les incriminations, etc., pour voir est-ce qu'il y a une conformité entre ce qu'on lui reproche et les infractions au niveau de la France. Parce qu'il y a des infractions, par exemple, ici, à supposer par exemple qu'on ait criminalisé l'homosexualité. Bon, si on demande à la France d'extrader un Sénégalais, parce que non, ils vont refuser, parce qu'ils reconnaissent l'homosexualité. Donc maintenant, c'est le cas, par exemple, c'est le cas de Doragay. Le Doragay, il y a le procureur du général de la chambre d'accusation là-bas, qui effectivement demande des éléments supplémentaires pour apprécier est-ce que c'est quelqu'un qu'on doit pouvoir extrader au Sénégal. Si c'est pour le cas de Maniaval, je crois que ça ne devrait pas poser. Question de blanchiment d'argent. Donc, il est question de blanc. C'est pourquoi j'ai dit parce que c'est une infraction qui est reconnue aussi bien au Sénégal qu'en France. Alors, nous parlons, commissaire Sadio à la retraite, maintenant de la gouvernance sécuritaire, mais également financière. Ici, oui, dans un contexte également de réédition des comptes, comment interprétez-vous le lien entre insécurité, blanchiment d'argent et flux financiers? Cité Euh, dans le dossier, bien sûr. bon, évidemment,
Le lien entre l'insécurité et le blanchiment d'argent Non, c'est illicite. illicite et les flux financiers illicites, je crois que ça coule de source, hein, parce que bon, le blanchiment d'argent, tout comme les flux financiers illicites, bon, c'est des infractions vraiment pénales. N'est-ce pas? C'est des activités illicites et illégales qui sont passibles effectivement de la justice pénale. Donc, c'est des pratiques vraiment qui créent de l'insécurité, n'est-ce pas? Autant au plan économique, social, qu'au plan, disons, financier et politique. Bon, au plan économique et social, bon, je crois que ça participe à la déstabilisation, n'est-ce pas, des marchés financiers, n'est-ce pas, par l'afflux de flux financiers illicites, n'est-ce pas, qui ne correspondent pas avec la situation économique et financière réelle du pays, n'est-ce pas. Et aussi, disons que euh, ça dérègle un peu l'offre et la demande réelle, n'est-ce pas, au niveau des marchés financiers. Bon, la deuxième déstabilisation, je crois, ça déstabilise aussi l'économie de manière globale. Parce que par la création, n'est-ce pas, d'une inflation due au fait qu'il y a beaucoup d'argent sale qui circule, n'est-ce pas. Et ça, maintenant, a pour conséquence, je crois, je ne sais pas si les économistes peuvent me confirmer, un renchérissement des prix, n'est-ce pas. Et ça, on va voir ça dans certains secteurs, notamment le secteur de l'immobilier. On voit que le prix de la location, vraiment, monte en flèche. Bon, le troisième inconvénient aussi, c'est la concurrence déloyale entre les entreprises qui travaillent avec de l'argent blanchi et les entreprises qui travaillent avec de l'argent de l'origine est licite, n'est-ce pas? Bon, maintenant, peut-être on peut retenir également comme inconvénient, disons, la réputation du système bancaire. Parce que les banques qui par manque de vigilance, s'associent à ces pratiques-là, je crois qu'aussi ils mettent en jeu leur réputation. Ça, c'est sur le plan financier. Maintenant, sur le plan social et économique, bon, ça crée, disons qu'il y aura une augmentation forcément de la délinquance et de la criminalité. Parce que ces gens-là, ils vont organiser des groupes qui vont évoluer dans la drogue, dans la criminalité, dans le trafic d'enfants, d'organes, etc. Et ensuite, sur le plan politique maintenant, ces gens-là aussi, ils vont essayer de corrompre l'élite politique, hein. Ils vont corrompre les décideurs. Et ça également, ça peut infléchir la politique d'une nation. Vous voyez, bon, donc il y a beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients, ce qui nécessite une grosse réflexion. Mais de plus en plus, vous entendez carnage financier. Vous en convenez? De plus en plus, vous entendez parler de carnage financier. Oui, bon, carnage financier, bon, je crois que c'est le mot qu'il faut, hein. Si on peut trouver même un terme beaucoup plus virulent, on allait utiliser ça par rapport vraiment aux dossiers qui sont en train d'être traités, par rapport vraiment aux informations qu'on dissipe par-ci par-là et qui ont été avérées vraiment des Sénégal. Cela ne justifie pas ou cela n'est-il pas le signe d'une faiblesse structurelle dans la lutte contre la corruption et le blanchiment ici dans notre pays, je veux parler du Sénégal? Moi, du Sénégal, bon, d'abord, il faut accepter que ces fléaux-là sont des fléaux à l'échelle mondiale. Bon, au niveau du Sénégal, il faut dire que il y a des textes, hein, vraiment qui luttent contre ça. Et aussi, il y a des organes qui sont là, dédiés pour ça. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut vraiment, ces textes-là, il faut les adapter pour voir est-ce qu'effectivement, ils sont efficaces par rapport à l'actualité. Et ces organes-là également, il faut les doter vraiment de moyens juridiques assez forts et leur donner une certaine indépendance, une certaine autonomie pour que vraiment ils puissent faire la répression nécessaire. Mais justement, c'est de cela dont il est question. Quel mécanisme concret devrait être renforcé pour que la police et les services d'investigation puissent agir plus efficacement contre ces flux financiers? Euh, bon, d'abord, il faut qu'il y ait, parce que bon, la lutte ne peut pas être faite de manière cloisonnée. Donc, il faut vraiment une coopération internationale entre d'abord les États eux-mêmes, aussi entre les États et des organismes qui s'occupent effectivement de ces fléaux-là. Bon, au niveau de la police et de certains organes, il faut vraiment un renforcement de capacité du personnel, voilà, pour qu'il soit adapté parce que vraiment c'est un peu spécifique. Bon, pour avoir été un bon commissaire de police, mais dans le domaine financier, vraiment, peut-être qu'on y perd son latin, n'est-ce pas? Donc il faut une vraie formation et ensuite il faut encourager, et ça s'est fait tout récemment, les lanceurs d'alerte
pour effectivement. Et bon aussi, il faut vraiment, au niveau des banques de transactions financières, là, vraiment réprimer davantage certaines défaillances, n'est-ce pas? Et je crois que ça va inciter davantage les banques à être beaucoup plus regardants, n'est-ce pas, dans leur activité. Pour rappeler que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Boubacar Sadio, il est commissaire de police à la retraite, invité d'objection de ce dimanche. Alors, venons-en justement aux mesures qui ont été prises et des activités concrètes sont menées par les autorités. Ici, il est question du ministère de l'Intérieur. Comment jugez-vous les récentes mesures du ministre de l'Intérieur sur le déguerpissement des voies publiques? S'agit-il, selon vous, d'une mesure de sécurité d'ordre public ou de communication politique? Bon, je vais m'hasarder à dire que bon, il y a les 2 aussi. Ah, Ah ouais, c'est une mesure effectivement de sécurité publique, mais également, vous savez, quand on gouverne aussi, on se soucie aussi de l'opinion publique. Parce que, pour le déguerpissement, moi j'ai toujours réclamé ça, hein, parce que ça pose des problèmes d'ordre public, n'est-ce pas? Bon, moi, si je prends mon cas, par exemple, je suis le président de surveillance du conseil de surveillance de l'ANASER, donc l'Agence nationale de sécurité routière. Bon, je vois que les trottoirs sont occupés, donc sont envahis même. Bon, vraiment, c'est le mot qu'il faut. Et ça a pour conséquence maintenant ça, de déverser les piétons sur la chaussée, avec maintenant 2 risques majeurs. D'abord, ces piétons se feront heurter facilement par les véhicules, mais également, ce seront des cibles faciles pour les vols à l'arraché commis par certains délinquants qui sont en moto, n'est-ce pas? Donc vraiment, il faut qu'on nettoie ces trottoirs-là parce que c'est des espaces dédiés aux piétons. Et je crois que ça, c'est une mesure d'ordre public. Mais également, il faut toujours aussi avoir en tête qu'évidemment, c'est des Sénégalais qu'on a déguerpis, qui menaient des activités là-bas, et maintenant que ça va avoir une effectivement, bon, ça, évidemment, ouais, bon, effectivement, souvent, voilà, souvent, ils s'accrochent sur ça pour dire que leur activité, en fait, c'est pas ça qui va leur conférer la légalité de leur travail. Parce qu'il faut rappeler que, disons, l'activité de marchand ambulant est interdite au niveau du Sénégal. Et même pour ceux qui ont un tablier aussi, c'est réglementé. Même pour tablier, c'est réglementé. Parce qu'il faut une demande, il faut déposer au niveau de la gouvernance, on vous demande des papiers, etc. Et ensuite, là, on va. Maintenant, je crois que, mais maintenant, si on doit essayer d'appliquer ça, je crois que cette loi-là, elle doit être obsolète. On ne peut pas l'appliquer maintenant. Bon, je crois que ce qu'il faut maintenant, c'est de voir maintenant des lieux de reclassement, n'est-ce pas, pour y amener effectivement ces marchands ambulants-là. Bon, maintenant, évidemment, ils auront toujours la nostalgie de leur place, ils vont penser qu'en déménageant, ils vont perdre des bénéfices, mais je crois qu'il faut s'organiser et faire en sorte que les clients puissent les trouver là où ils sont. Je crois qu'il faut être dans cette logique-là. C'est pas de mesures, il ne s'agit pas de déguerpir tout simplement, hein. Il faut déguerpir, mais aussi pour le déguerpissement, il faut un suivi. Mais depuis combien d'années on est en train de déguerpir? Oh, combien d'années ça fait? Moi, j'ai fait combien de déguerpissements au niveau de Pékin, n'est-ce pas? Au niveau de la banlieue, etc. Mais chaque fois, les gens se reviennent parce que le suivi n'est pas assuré. Bon, je vois que c'est ancien, après les déguerpissements, il y a des gendarmes, des policiers par ça, mais ils n'ont pas vocation à assurer le suivi d'un déguerpissement. Vraiment, ils sont dans d'autres missions beaucoup plus régaliennes. Je crois que maintenant, c'est l'occasion aussi de peut-être mettre à contribution les ASP aussi, n'est-ce pas? Vraiment, qui sont dans la police. Qui est toute une organisation. Oui, toute l'organisation, bon, et maintenant aussi, ça requiert vraiment, disons, que des actions, disons, inclusives et participatives entre les autorités régaliennes de l'État, les autorités municipales locales, et effectivement, quelquefois, les intéressés qui ont souvent, quelquefois, des représentants pour trouver vraiment l'équilibre entre l'exigence d'ordre public et effectivement. Dans quelle mesure ces opérations de déguerpissement peuvent-elles conduire à réduire l'insécurité dans les villes et, oui, ne font-elles pas que déplacer le problème? Non, je ne crois pas. D'abord, c'est qu'une ville aussi, une ville, elle est vivante, hein, elle est vivante. Donc, il faut qu'il y ait de l'espace, il faut qu'il y ait des espaces d'aération, il faut que les citoyens qui vivent dans cette ville-là vraiment puissent effectivement avoir, disons, un espace vital pour pouvoir s'épanouir, etc. Bon, ça vraiment, c'est dans toutes les villes. Il faut déguerpir, il faut reverdir, n'est-ce pas? Il faut rétablir le mobilier urbain, etc. Tout ça, c'est nécessaire. Bon, maintenant,
parce qu'en fait, ces occupations-là, quelquefois, constituaient des repères pour certains délinquants. Et vous avez vu que dans beaucoup de cas de débercement, c'est des étrangers, n'est-ce pas, qui venaient, qui s'installaient comme ça, avec des installations de fortune, et quelquefois, bon, qui en sortaient pour aller soit faire de la mendicité, et pour les jeunes peut-être pour aller faire commettre des forfaits et revenir vraiment s'installer là-bas. Donc ça c'est des repères, n'est-ce pas, pour une certaine forme de délinquance. Je crois que c'est bon effectivement de les déguerpir. Bon, pour les étrangers qu'on a déguerpis là, je crois qu'aussi, il faut vraiment mener une politique qui consiste à les rapatrier, n'est-ce pas? Ah oui, oui, parce que bon, moi je vois que par exemple, on disait, les autorités nigériennes ont pris la décision de faire des opérations comme ça, de déguerpissement, n'est-ce pas, de tous les mendiants qui étaient sur les artères de la ville et de les ramener dans leur village d'origine. Justement, ce sont ces mendiants-là qu'on a refoulés dans leur terroir qui reviennent par d'autres voies ici s'installer ici au niveau de Dakar. Ouais, je crois que comment, il y a une certaine image qu'il faut préserver. Et justement, tout ça, c'est la recherche de la sécurité dans les milieux urbains, notamment dans Dakar aussi. Cela pose souvent problème. Il y a de plus en plus des agressions qui sont notées. Comment expliquez-vous cela, vous, en tant que commissaire, qu'on Mm. n'arrive pas justement à trouver une bonne politique de sécurisation de nos villes? Oh, c'est vrai que la sécurité, disons, à 100%, elle n'existe nulle part. Bon, l'essentiel, je crois qu'il faut toujours faire en sorte que ça ne dépasse pas un certain seuil, que ce soit, disons, acceptable, et que l'insécurité ne puisse pas vraiment développer chez les citoyens un grand sentiment d'insécurité, n'est-ce pas? Parce que c'est stressant, c'est inquiétant, etc. Bon, maintenant, il appartient à l'État qui fait des efforts, hein, mais je crois que les efforts, il faut les redoubler du point de vue du recrutement du personnel et vraiment aussi des personnels qualifiés. Parce que je sais, à un moment donné, on a recruté ici euh, personnel, je crois que c'était dans le souci peut-être de massifier, n'est-ce pas? Oui, et justement, un point qui a été soulevé par Maître Demba Ciré et Bakilis, un article qui a été publié dans Sénéweb, Fraude à l'état civil et libre circulation des personnes, l'avertissement de Maître Demba Ciré Bakili, qui de façon précise nos traditions d'hospitalité fondées sur notre légendaire Teranga ne doivent pas être la faille sécuritaire qui risque de déstabiliser la cohésion nationale, que ce soit dans nos relations avec les pays limitrophes ou la sous-région, pour ne citer que cette proximité, la libre circulation des personnes et des biens, un impératif de voisinage à préserver, mais cela ne saurait inclure l'installation et le séjour définitif en marge des lois et règlements, a-t-il fait Ah, savoir. mais A-t-il absolument, raison? absolument, mais je fais mien ces propos, hein. Ah ouais, ouais, totalement, totalement. C'est vrai que comme j'avais commencé à développer pour dire que effectivement, quand on est ressortissant de la CEDEAO, on peut entrer librement au Sénégal. Bon, si c'est un séjour, voilà, si c'est un séjour de moins de 3 mois, il n'y a pas de problème. Mais si ça doit aller au-delà de 3 mois, vraiment, il y a des formalités qu'il faut remplir, etc. Et ensuite aussi, vraiment, ça n'empêche pas aussi aux forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas, dans le souci de l'ordre public, effectivement, de procéder à des contrôles, n'est-ce pas? Mais bon, rarement les gens, effectivement, je sais parce que c'est le pays de la Teranga, quelquefois, bon, ils ont cette pudeur-là à procéder à des contrôles. C'est pourquoi les étrangers se sentent, disons, les étrangers se sentent plus à l'aise au Sénégal que les Sénégalais à l'étranger, n'est-ce pas? Bon, on parle par exemple de cartes de séjour avec des montants quelquefois faramineux dans certains pays, etc. Bon, il faudra également songer, effectivement, parce que ça va participer à renflouer aussi les caisses de l'État. Il faut vraiment un contrôle, il faut vraiment que l'État contrôle vraiment ces populations, vraiment sous tous ces aspects. Aussi bien ceux qui sont ressortissants natifs de ce pays-là que ceux qui sont étrangers. Tout Bon, n'a pas vu absolument, tout terrain. absolument, absolument, absolument. Il ne faudra pas que cette teranga-là soit vraiment la faille qui va permettre vraiment d'accueillir n'importe qui, n'est-ce pas? Des gens qui, pour des raisons de délinquance, de crimes, etc., ont fui leur pays pour venir s'installer ici et perpétuer effectivement ces forfaits-là. Je crois que aussi, vraiment, il faut agir. Il faut
Oui, oui, bien agir. Alors, surtout dans le cadre toujours ou dans cette même dynamique, quelle priorité devait guider aujourd'hui la politique sécuritaire du Sénégal face à l'insécurité urbaine, au trafic financier et aux pressions sociales? Les pressions sociales, ça existe aussi. Non, non, ça existe. Bon, moi, avant que les nouvelles autorités s'installent, j'avais dit que une des priorités, n'est-ce pas, des nouvelles autorités serait de procéder à la réconciliation entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Parce que vraiment, la période 21, 2021-2024 a créé un hiatus entre vraiment ces deux Vous l'avez catégories. constaté? Ah, je l'ai constaté et je l'ai dénoncé. J'ai proposé vraiment, j'ai beaucoup insisté pour dire que c'est une des priorités, vraiment, faire en sorte que les populations se réconcilient avec, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité. Et là, je crois que l'initiative doit venir des forces de défense et de sécurité. L'initiative doit venir des pouvoirs publics. Parce qu'il est plus facile pour pour un policier d'aller vers le civil que pour le civil d'aller vers le policier. Parce qu'il y a toujours cette appréhension, il y a toujours cette crainte-là. Donc il faut maintenant asseoir des politiques, n'est-ce pas, qui puissent faire permettre cette interaction entre forces de défense et de sécurité et les populations. Et je crois que, d'ailleurs, c'est pour ça que l'agent de sécurité proximité avait été créé, n'est-ce pas? Donc c'est des gens qui devaient être dans les quartiers, qui allaient, disons, servir de couloir de transmission entre les populations et les forces régaliennes de sécurité, n'est-ce pas? Donc ça, je crois qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur deux mamelles, la proximité et effectivement la prévention. Quand on regardons le sens et la mission dévolue à chaque. Oui, d'une part, des questions de garantir la liberté des citoyens, garantie par la Constitution, et également, d'autre part, le maintien de l'ordre, qui est une mission aussi qui est dévolue justement aux forces de défense et de sécurité. Moi, justement, je crois, Quel le- équilibre? voilà, l'équilibre, justement, c'est l'équilibre qu'il faut trouver nécessairement. Comme vous l'avez dit, il y a une exigence constitutionnelle qui, effectivement, donne le droit aux citoyens de manifester, de marcher pour exprimer leur opinion, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est une première exigence. Il y a une deuxième exigence constitutionnellement qui oblige les forces de défense et de sécurité d'assurer la sécurité des personnes et des biens, n'est-ce pas, et des institutions. Mais au-dessus de chacune de ces des exigences-là, il y a une autre exigence. Aux citoyens, on vous demande effectivement de faire votre manifestation, de marcher, mais vraiment dans le respect du bien public, dans le respect de la liberté d'autrui, etc. Donc vraiment, il n'y a pas de casse à faire, il n'y a pas de jet de pierre à faire, etc. N'est-ce pas? Mais également, pour les forces de défense et de sécurité, il y a une exigence supérieure qui voudrait qu'effectivement, dans l'exercice de vos fonctions, vous puissiez effectivement tenir compte de la dignité humaine, du respect des droits humains. Vous voyez que vraiment, il faut trouver l'équilibre. Et comme on dit, bon, le maintien de l'ordre, c'est quoi? Disons que l'enjeu du maintien de l'ordre, c'est d'user des moyens modérés de coercition, n'est-ce pas, pour garder, disons, l'ordre et éviter d'user de la violence qu'exige le rétablissement de l'ordre public. Parce qu'il y a une différence entre le maintien de l'ordre et comment dirais-je, le rétablissement de l'ordre public. Parce que pour le rétablissement de l'ordre public a été déjà perturbé. Donc, quelquefois, on est obligé de faire usage de violence. Mais il y a trois principes, n'est-ce pas, qu'on exige aux policiers. C'est-à-dire qu'on leur demande, effectivement, d'être prévoyants, de prévenir les actions, pour ne pas avoir à réprimer. Voilà, ça demande une certaine technique, une certaine politique, etc. Ensuite, on vous demande de trouver l'équilibre nécessaire entre l'ordre nécessaire et le désordre acceptable. Bon, l'ordre nécessaire, c'est-à-dire que c'est l'organisation qui a été établie, n'est-ce pas? Mais le désordre acceptable, c'est, je prends un exemple. Par exemple, les gens disent qu'ils vont marcher de l'Obélix à la RCS. On leur donne l'autorisation. Donc, forcément, ils vont bloquer la circulation. Ça va créer un désordre. Mais c'est un désordre qui est acceptable. Parce que ceux-là qui habitent aux environs de Gibraltar, etc., ils seront obligés peut-être de faire des détours, etc. Voilà, donc on crée aussi par là aussi des désordres. Mais également, on dit aux policiers que le manifestant que vous avez en face de vous, il faut toujours le considérer comme un adversaire du moment et jamais comme un ennemi de toujours.
parce qu'aujourd'hui, vous êtes face à face. Mais demain, c'est le même gars-là qui va venir vous trouver dans votre commissariat pour dire que bon, je veux faire une déclaration de perte ou bien je veux une carte d'identité, etc. Donc, vous voyez que toujours il faut, c'est la recherche de l'équilibre. Donc, c'est un travail assez délicat. C'est un travail vraiment qui exige beaucoup, disons, de rigueur, mais également beaucoup d'humanité. Et aux populations, et qui demande aussi beaucoup d'éducation aussi, pour les populations aussi, qu'ils comprennent aussi vraiment le sens de la mission que ces policiers et ces gendarmes ont par rapport vraiment à l'ordre public. Oui, et tout est dans la mesure. Non, tout est dans la mesure, absolument. Merci, Mhm. commissaire. C'est à moi de vous remercier. Il a été un plaisir. Et tout le plaisir me revient. Il y aura certainement d'autres moments. D'autres occasions, absolument. Et justement, pas pour analyser, aller en profondeur. Si encore une fois de nous avoir suivis, il était notre invité, Boubacar Sadio, commissaire de police à la retraite, pour nous parler de la forte actualité. On y reviendra. Excellente suivi sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute, cette fois-ci dans le cadre de Dianobi avec El Hadji Malick Ndiaye. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faccee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé